Bonjour. Bonjour, madame. Alors, bonjour. On va terminer cette présentation. C'était les premiers cours. Et moi, je n'ai pas vos adresses email. Donc, je voulais vous envoyer à la dernière minute la nouvelle présentation. Donc, du coup, je vais aller faire plus tard. Et je vais demander aussi aux enseignants de me donner vos adresses email. Alors, la dernière chose qu'on avait vue, c'était la spectrométrie de masse pour les polymères. Et on va finir avec les définitions sur les structures des polymères. Et après, aujourd'hui, on va essayer de faire la polymérisation radicalaire. Donc, quand vous avez les polymères, c'est comme pour les protéines, on parle de structure primaire quand on parle des monomères qui se sont liés de façon covalente pour donner la chaîne de polymères. Après, quand vous avez formé la chaîne, cette chaîne, elle a une conformation quand elle est isolée. Donc, elle peut être en solution ou à l'état fondu. Et ça, c'est la conformation secondaire qui dépend de la nature chimique de l'unité de répétition. Et après, on a une structure tertiaire, c'est-à-dire quand vous avez les chaînes dans les matériaux, ils sont organisés comment? Donc, est-ce qu'ils sont dans un état amorphe, cristallin? Ça, on va les voir plus tard quand on parlera des propriétés mécaniques. Et je n'ai pas posé la question, mais est-ce que vous voulez aussi que les cours soient enregistrés? Vous voulez aussi avoir la vidéo du cours? Vous réfléchissez, vous me le dites, si c'est le cas. Okay. Et donc, quand les monomères ils vont réagir, parfois vous avez des monomères qui sont asymétriques. Donc, les groupements qui sont d'un côté d'un polymère, ils ne sont pas les mêmes qui sont de l'autre côté. Ça peut être des monomères, par exemple, dérivés du styrène. Et alors, on parle de polymérisation queue-tête ou tête-queue. Donc, vous avez, quand un monomère il va réagir avec les deuxièmes monomères, il a deux possibilités. Soit ils sont dans la même orientation, mais soit ils sont à l'envers. Et donc, vous avez des polymères qui ne sont pas de structure régulière. Et ça a un impact sur les propriétés mécaniques des matériaux à la fin. Quand on parle de monomères qui ont un centre chiral, donc des monomères qui peuvent être de type, qui ont un carbone chiral, alors vous avez une stéréochimie dans la chaîne de polymères. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Si chaque monomère il est lié au monomère suivant et vous avez toujours les mêmes centres chirales, vous avez une structure qui est très, très régulière et qui est appelée isotactique. Si vous avez une alternance de, par exemple, énantiomère R, énantiomère L, et c'est vraiment alterné, vous avez un polymère qui est symbiotactique, mais dans une bonne partie des cas, chaque fois qu'il y a un monomère va réagir avec un autre monomère, vous ne pouvez pas savoir si il y aura un centre chiral R ou L qui va suivre, et donc vous avez un polymère qui est atactique. Donc, on verra dans la partie propriétés mécaniques que la structure isotactique
syndiotactique et atactique, ils ne vont pas donner les mêmes types de matériaux. Donc, la structure configurationnelle a une influence sur les propriétés mécaniques et la morphologie des polymères. Vous avez l'exemple du polystyrène, donc, dans lequel on va réagir à chaque fois et on forme un carbone chiral. Et donc, vous avez du polystyrène isotactique, donc les groupes phényl, il est toujours en arrière par rapport au plan de la feuille. Syndiotactique, s'il est alterné, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Et vous pouvez avoir aussi du polystyrène atactique s'il n'y a pas de régularité dans les carbones chirales. Et donc, ça, c'est à chaque fois que vous avez un monomère qui peut former un nouveau carbone chiral quand vous êtes dans la chaîne des polymères. Et il y a un cas particulier, c'est les monomères qui ont deux doubles liaisons carbone-carbone. Et ces deux doubles liaisons carbone-carbone, il y a trois possibilités quand les monomères vont réagir. Quand on a des doubles liaisons carbone-carbone, on parle d'isomérie géométrique. Par exemple, les 1,3 butadiènes, vous avez une réaction avec un autre monomère qu'on appelle l'addition 1,4. Donc, à chaque fois, c'est le carbone numéro 1 du monomère qui réagit avec le carbone numéro 4. Il y a la double liaison qui va se déplacer au milieu, entre les carbones 2 et les carbones 3. Et donc, vous avez deux possibilités. Si, quand vous formez cette nouvelle double liaison, les deux hydrogènes, ils sont du même côté, vous avez un polybutadiène qui est 6. Et quand les deux hydrogènes, ils sont du côté opposé de la double liaison, vous avez un polybutadiène trans. Et les polybutadiènes 6 et trans, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Les matériaux, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Vous pouvez avoir aussi une addition appelée 1,2. Donc, c'est le carbone 1 d'un monomère qui va réagir avec le carbone 2 de l'autre monomère. Et donc, vous retrouvez les carbones 3 et 4 qui sont encore sous une double liaison. Et vous voyez, les polymères, il a une structure qui est complètement différente et des propriétés aussi mécaniques complètement différentes. Et si vous avez cette addition 1,2, théoriquement, vous pouvez encore exploiter cette double liaison pour former une chaîne pour lier une autre molécule ou pour lier un autre atome. Et donc, selon de votre monomère, vous savez que quand vous avez deux doubles liaisons carbone-carbone, là, vous avez la possibilité d'avoir les isomères 6 trans et vous avez deux types d'addition, 1,4, 1,2. Il y a plusieurs monomères qui ont cette caractéristique. Donc, ça, c'était la partie générale sur les définitions. Et pour vous, c'est utile, même si vous connaissez déjà, avoir aussi toutes les définitions en français. Comme ça, vous voyez comment on dit ça en français. Donc, je vais passer à la deuxième présentation. Non. Alors. Et celui-là, il y a pas... Ok, donc normalement, ça c'est la deuxième présentation.
Et on commence avec les mécanismes de polymérisation et on parlera donc de la polymérisation radicalaire en premier. Alors, la polymérisation radicalaire est appelée comme ça parce que les monomères est transformé en espèce radicalaire dans un radical. Et c'est cette espèce radicalaire qui va permettre la propagation. Et donc, c'est un type de polymérisation qui a besoin d'un amorceur, un initiator. Et cet amorceur, on va voir, il y en a plusieurs types. Après, on a la formation d'un radical propageant. Donc, en général, c'est l'atome de carbone qui est le radical. Donc, dès la chimie organique, vous vous rappelez qu'un radical, c'est une espèce dans laquelle vous avez un atome de carbone qui est neutre. Il n'y a pas de charge positive, il n'y a pas de charge négative. C'est une espèce qui est très, très réactive. Donc, il réagit rapidement avec une autre espèce parce que le carbone, il n'est pas dans son état de stabilité. Et à niveau de structure tridimensionnelle, vous avez une espèce qui est presque sous un plan. Votre atome de carbone, qui est le carbone radical, il est de type sp2. Donc, il est plutôt comme ça. Similaire comme ça. Il y a beaucoup de monomères qui peuvent donner une polymérisation radicalaire. Et la caractéristique de ce monomère, c'est d'avoir une double liaison carbone-carbone. Et donc, on parle de monomère insaturé. Donc, il y a toute la famille du styrène. Donc, ça, c'est les styrènes. Vous pouvez avoir les nitrostyrènes, vous pouvez avoir les bromostyrènes, etc., avec un substituant dans les noyaux aromatiques. Après, on a toutes les grandes familles des acrylates. C'est des molécules qui sont des esters. Donc, les acrylates, vous avez cet groupement-là. Et après, vous avez l'acrylate de méthyle, éthyle, isopropyle. Donc, c'est R qui va changer. Et vous avez les métacrylates, qui est cette deuxième espèce, avec ces groupements méthyle sous le carbone numéro 2, pardon, sous le carbone numéro 1, et sont aussi des esters en général. Donc, les métacrylates de méthyle, les métacrylates d'éthyle, etc. Vous avez aussi utilisé l'acrylonitrile, donc groupement nitrile, et c'est le groupement carbone-carbone qui va donner la réaction. Vous avez aussi toutes les dérivés comme les chlorures de vinyle et comme les esters vinyliques. Et on a déjà vu un exemple. Il y a des molécules comme les butadiènes ou l'isoprène qui ont deux doubles liaisons et qui donc peuvent donner la polymérisation radicalaire. Donc ça pour vous rappeler quel type de monomère on a pour la polymérisation radicalaire. Les caractéristiques de la polymérisation radicalaire, c'est d'avoir des étapes, des phases. La première étape, c'est la réaction d'amorçage. Vous avez besoin d'ajouter une molécule qui va former les premiers radicaux. Et cette molécule s'appelle l'amorceur A. Elle va se casser pour produire deux radicaux en général. Et ces radicaux, c'est les radicaux primaires.
Ensuite, les radicales primaires, il va réagir avec un monomère pour former les premiers radicales propageants. Et à partir d'ici, vous avez la polymérisation. Donc, vous avez ici la liste. On va voir 4 types de réactions d'amorçage. Et vous avez la liste. Donc, on va voir la première. Sont les amorceurs thermiques qui font partie de 2 familles, les peroxydes et les composés azoïques. Donc, je vais changer. Alors, les amorceurs thermiques, ça veut dire que vous devez chauffer pour pouvoir décomposer cette molécule en 2 radicaux. Et c'est pour ça que les amorceurs thermiques, ils ont toujours une liaison qui est très faible pour laquelle vous pouvez chauffer et casser. Dans cette famille des amorceurs thermiques, il y a tous les peroxydes. Dans les peroxydes, on a une liaison simple oxygène-oxygène qui est très facile à casser par chauffement. Donc là, on a un peroxyde, on chauffe et on a la liaison oxygène-oxygène qui est cassée de façon qu'on dit homolytique. Et donc, un électron, il va partir sous un oxygène, un autre électron, il va partir sous l'autre oxygène. Et on a comme résultat 2 espèces dans lesquelles les radicales sont sous l'oxygène. Cette espèce va réagir avec les monomères. Donc, un exemple autre, les peroxydes de benzoyle, vous cassez la liaison oxygène-oxygène et voilà un autre radical sous l'oxygène qui va réagir. Et donc, la concentration de radicaux, c'est 2 fois la concentration de amorceurs que vous allez mettre. Parce que les radicaux, ils sont identiques et tous les 2, ils peuvent réagir avec les monomères. On a enfin les hydroperoxydes. Donc, vous avez une liaison OH et une liaison OR. Ici, c'est les 2 liaisons OR et dans les premiers aussi. Et donc, par chauffage, vous cassez encore la liaison oxygène-oxygène et vous avez un radical sous l'oxygène ici et un radical hydroxy de l'autre côté. Donc, ce n'est pas symétrique. Ça, c'est la première famille. Donc, amorceur thermique, vous les mettez avec votre monomère, vous chauffez et vous cassez la liaison oxygène-oxygène pour avoir les radicales sous l'oxygène. Une autre famille d'amorceurs thermiques très utilisés sont les composés azoïques dans lesquels vous avez une double liaison azote-azote. L'exemple plus utilisé, c'est l'AIBN, azo-bis-isobutyrylnitrile. Et ici, vous avez une liaison pour laquelle vous chauffez, vous cassez cette liaison de façon homolytique. Donc, un électron, il va sous un carbone et un électron, il va sous l'azote. Les 2 électrons sous les 2 atomes d'azote, ils vont former une 3e liaison. Et donc, vous dégagez une molécule d'azote. Et la molécule d'azote est un gaz, elle va partir. Et vous restez avec 2 radicaux
sous les carbones. C'est un radical tertiaire, donc très stable, et donc vous formez 2 radicaux à chaque fois. Il y a d'autres molécules qui rassemblent à la IBN. Ça change les groupements qu'on a ici. Et vous pouvez chauffer à une température entre 50, 60, 80 degrés. Donc, 2 familles principales d'amorceurs thermiques. Mais parfois, on a des problèmes. On ne peut pas utiliser la température. Alors, on peut utiliser des amorceurs qu'on appelle redox. Et l'avantage principal, vous pouvez les utiliser à des températures entre 0 et 50 degrés, car la plupart des amorceurs thermiques, il faut chauffer plus de 50 degrés. Et l'avantage aussi, qu'il y a des molécules amorceurs thermiques qui ne sont pas solubles dans l'eau. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, l'IBN dans l'eau, dans une solution aqueuse. Et alors, il y a des amorceurs redox qui sont solubles dans l'eau et qui donc sont utilisés, par exemple, pour la polymérisation en émulsion. Et vous avez un exemple d'un amorceur redox ici. C'est un système dans lequel vous avez oxygéné et les cations fer. Les cations fer, il va s'oxyder à cation fer plus 3. L'oxygéné, il va se réduire. Il va se décomposer en anion hydroxy et radical hydroxy. Donc, vous avez les radicales hydroxy qui est formé. Si vous chauffez l'eau oxygénée à 50, alors vous avez la décomposition thermique. Donc, comme les autres amorceurs qu'on avait vu dans le cas numéro 1. Mais normalement, il y a une réaction redox et grâce à la réaction redox, vous générez un radical. Et vous pouvez avoir des peroxydes organiques, pareil, qui réagissent avec un sel, avec un cation de fer plus 2, pour former un radical alkoxy et un anion alkoxy et un cation fer oxydé plus 3. Donc, les amorceurs thermiques et les amorceurs redox, on peut les utiliser en solution, dans un solvant organique ou dans l'eau. Mais on a des amorceurs qu'on peut utiliser quand on a un mélange de prépolymérisation. Et par exemple, on veut former des polymères sous forme de film. Pour les polymères sous forme de film, vous pouvez avoir un moule, verser les mélanges de prépolymérisation et irradier avec une lampe UV ou une lampe UV visible. Dans ces cas, c'est l'énergie de la radiation qui va casser une liaison dans votre amorceur. Il va la casser de façon homolytique et vous allez former 2 radicaux. Alors, l'avantage de la photopolymérisation, donc la polymérisation qui est amorcée par l'irradiation UV ou UV visible, c'est que vous n'avez pas besoin de chauffer, vous pouvez la faire à température ambiante. Vous avez juste besoin d'une lampe appropriée. Vous pouvez irradier seulement une région de votre film, là où vous voulez faire la polymérisation. Donc, vous pouvez faire aussi des motifs. Vous pouvez avoir des motifs dans votre film. Et quand vous allez éteindre la lampe UV, la polymérisation elle s'arrête. Donc, dès que la lumière elle arrête, la polymérisation aussi. Et il y a 2 types
d'amorceurs de photopolymérisation. Alors, les premiers, c'est une molécule qui absorbe la lumière et qui elle va se casser pour produire deux radicaux. Donc ici, la famille des benzoïnes, grâce à l'énergie de la radiation UV, vous allez casser cette liaison et vous avez deux radicaux qui vont réagir avec les monomères. Donc, vous avez une seule molécule, amorceur, photoamorceur. La deuxième famille, vous avez besoin de deux molécules. Donc, la première molécule, et en général, c'est des benzophénones, il va absorber la radiation, il va passer dans un état excité. Donc, il passe d'un état d'énergie fondamentale à un état excité. Quand il est dans cet état excité, il peut réagir avec une amine tertiaire et arracher un hydrogène. L'hydrogène, il va se lier à l'oxygène ici. Donc, on forme un groupe OH et un radical tertiaire ici. Et on forme un deuxième radical tertiaire sous l'amine. Donc, pour les photoamorceurs, vous avez un système simple avec une molécule. Grâce à l'énergie de la radiation, vous cassez une liaison de façon homolytique et vous formez deux radicaux. Ou vous avez deux molécules, une qui absorbe l'énergie lumineuse et après, il y a un transfert d'un radical pour former deux radicales sous les carbones qui vont amorcer la polymérisation. Mais il y a des cas dans lesquels les monomères ils peuvent polymériser tout seuls sans besoin d'un amorceur. Ça, c'est un inconvénient parce que vous pouvez avoir votre monomère qui polymérise tout seul dans votre bouteille et donc il polymérise quand vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas contrôler. Et donc, certains monomères, ils polymérisent spontanément. Ça, c'est le cas du styrène. Si vous chauffez à plus de 100 degrés, même sans aucun amorceur dedans, le styrène, il va polymériser. Donc, il forme un adducte entre deux molécules de styrène et en présence des autres molécules de styrène, vous avez une réaction pour laquelle vous formez deux radicaux. Ça arrive aussi avec l'éméthylméthacrylate. Donc, vous chauffez, vous avez une espèce biradicale qui se forme et après arrache un hydrogène au solvant ou à un autre monomère et vous avez un radical qui va amorcer la polymérisation du méthylméthacrylate. C'est pour cette raison que les monomères sont stockés dans des frigos ou dans des congélateurs pour éviter les réactions d'auto-amorçage thermique qui parfois sont des réactions exothermiques. Donc, ils libèrent de l'énergie, de la chaleur et ils peuvent provoquer des incendies si on a des solvants inflammables à côté. Donc, c'est très important de faire attention. Souvent, les monomères, ils sont gardés dans les frigos et souvent, il ne faut pas trop chauffer pour éviter l'auto-amorçage thermique. Vous risquez que votre réaction va trop vite et il y a une augmentation des températures très importante et vous ne pouvez plus contrôler votre polymérisation. Donc, vous regardez, vous avez les 4 types d'amorçage pour la polymérisation radicalaire, thermique, photochimique, amorceur redox et l'auto-amorçage spontané.
donc thermique. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a formé les premiers radicales, de l'amorceur, il va réagir avec un monomère et on a C radical qui est l'espèce propageante qui va réagir avec tous les monomères et on va former la chaîne de polymères avec toujours un radical à une extrémité. À cette extrémité, vous avez une chaîne morte, donc un groupement chimique qui n'est pas réactif. Et à la deuxième extrémité, vous avez un radical. Cette réaction en vitesse, en constante, qu'on appelle la constante de polymérisation. Ou constante de vitesse de propagation, parce que c'est l'étape de propagation. Ici au Mans, dans les premiers cours, pour la première année de master, on ne donne pas toutes les équations pour la vitesse. Donc, ça vient un peu plus tard. Mais vous pouvez calculer donc, cette constante de polymérisation qui dépend de la nature chimique du monomère, de la température et aussi si vous polymérisez en solution ou en émulsion ou en masse, c'est-à-dire si vous n'avez pas de solvant. Normalement, pour la polymérisation radicalaire, les valeurs de Kp, c'est entre 100 et 10 et 10 000. Et l'unité, c'est litre, mol moins 1, seconde moins 1. On parle de équiréactivité des centres réactifs. On pense que quand vous avez tout type de chaîne, donc les radicales de l'amorceur, ils réagissent avec des monomères. On a toutes des chaînes de longueur différente dans les milieux réactionnels, mais on imagine que les derniers monomères, celui-là qui a les radicales, il a la même réactivité, donc il a la même constante de vitesse, que la chaîne soit petite ou grande ou très grande. Donc ça, c'est l'équiréactivité des centres actifs. On imagine qu'il n'y a pas de différence sous la longueur des chaînes. Et donc, une fois qu'on a cette deuxième étape de propagation, on a des réactions de terminaison. Les réactions de terminaison sont les réactions pour lesquelles vous êtes à la fin de la formation de la chaîne. Donc, il n'y a plus addiction d'autres monomères. Et on a deux mécanismes pour la terminaison. Le premier est appelé combinaison. Combinaison, vous avez une chaîne avec une radicale à la fin, une deuxième chaîne plus grande ou plus petite. Ils vont réagir entre eux et donc ils vont former une chaîne morte. Vous avez les deux groupements R qui sont plus des radicaux et donc votre chaîne arrête de croître. Ce mécanisme de combinaison, on les trouve dans les styrènes et dans les acrylates, par exemple. Après, il y a le deuxième mécanisme qui est une réaction redox, une réaction d'échange d'électrons, si on veut, dans lesquelles vous avez une chaîne avec un radical qui rencontre l'autre chaîne avec un radical et on a un hydrogène qui est arraché par une chaîne et on a la formation d'une chaîne morte saturée et l'autre chaîne qui a perdu les protons. À ce niveau-là, il y a la formation d'une double liaison carbone-carbone entre les carbones qui a perdu les protons et les derniers carbones qui avaient les radicales. Donc, à chaque fois,
vous arrachez un proton et vous formez une chaîne insaturée et une chaîne saturée. Et ça, c'est un mécanisme qu'on trouve dans les métacrylates. Comment on peut savoir qu'est-ce qu'on a comme mécanisme? Si on fait la spectrométrie de masse des polymères, on a la masse précise et on peut voir si on a formé des chaînes par combinaison ou par dismutation. Donc, la spectrométrie mal dit, ça peut nous aider pour déterminer ça. On peut regarder aussi les spectres de résonance magnétique nucléaire, mais pour les polymères, quand on regarde les protons qui sont aux extrémités des chaînes, les intensités des pics sont très petites parce que vous avez une grande intensité qui est pour les pics du monomère qui va se répéter. Donc, si vous avez des polymères qui sont très grands, ben, vous ne voyez pas les pics pour les groupements R qui sont aux extrémités. Si vous avez des oligomères, oui, et vous pouvez faire des conclusions, mais pour les polymères de 20 000 grammes par mol, 40 000 grammes par mol, c'est difficile de voir les pics des extrémités des chaînes. Et donc, pour résumer sur la polymérisation radicalaire, ce n'est pas un des mécanismes de polymérisation le plus rapide. C'est plutôt lent. Vous avez l'étape d'amorçage qui est l'étape lente et après, vous commencez à former les chaînes de polymères. Et en polymérisation, on parle de rendement, mais le rendement, il est calculé sous la conversion du monomère. En polymérisation, on n'a pas de réactif limitant comme dans les réactions de la chimie organique ou inorganique. On a un monomère qui va réagir avec lui-même. Donc, normalement, on attend 100% de conversion, 100% de rendement, mais parfois, la réaction est lente et on peut arrêter la polymérisation quand on est à 70 à 80% de conversion. Et déjà, pour arriver, il faut beaucoup de temps. Et quand vous avez votre milieu réactionnel, vous avez justement, à chaque instant, vous avez deux monomères qui n'ont pas réagi, vous avez des molécules d'amorceurs qui sont encore associées, qui n'ont pas encore formé des radicaux. Vous avez des chaînes vivantes qui sont en train d'ajouter des monomères et vous avez les chaînes mortes que vous avez obtenues par combinaison ou par dismutation. Donc, à chaque fois, vous avez un mélange de polymères en croissance, polymères déjà formés, amorceurs et monomères. Et donc, quand vous avez terminé votre réaction, vous savez que si vous n'êtes pas à 100% de conversion du monomère, dans votre polymère final, vous trouverez encore du monomère qui n'a pas réagi et de l'amorceur qui n'a pas réagi, qui est une petite molécule et qui peut encore s'échapper de votre polymère, même si vous mettez une très petite quantité d'amorceurs en général. Et donc, c'est important de pouvoir purifier les polymères pour éliminer les monomères, l'amorceur ou d'autres impuretés qu'on pourrait former. Pour la cinétique, donc juste quelques informations. Donc, l'équation de cinétique montre que la vitesse de polymérisation
est proportionnelle à la concentration de votre monomère et d'amorceur. Donc, la réaction, elle est très rapide au départ parce que vous avez la plus grande concentration de monomère et d'amorceur. Mais après, comme vous augmentez la conversion et l'amorceur, il se casse pour former des radicaux, et bien, ces deux concentrations, ils vont diminuer et donc la vitesse, elle va diminuer vers la fin de la polymérisation. Par contre, parfois, on voit l'effet contraire, l'effet gel ou l'effet de auto-accélération. On a l'impression, la vitesse augmente à la fin de la réaction. C'est un effet qui on trouve quand on fait la polymérisation en masse. La polymérisation en masse, ça veut dire que vous n'avez pas les solvants. Votre monomère est liquide et vous mettez l'amorceur dans les polymères liquides, vous chauffez et vous arrivez rapidement à des polymères de masse molaire élevée. Donc, c'est vraiment une réaction rapide. Ou vous faites la polymérisation en émulsion. Donc, dans ces deux cas, quand vous augmentez la conversion, vous augmentez aussi beaucoup la viscosité de votre mélange réactionnel. Parce que vous formez des chaînes qui sont de plus en plus longues. Et donc, c'est difficile pour les extrémités des chaînes qui ont un radical de trouver un autre radical parce qu'ils ont du mal à bouger parce que le milieu il est trop visqueux. Et donc, c'est difficile d'avoir des réactions de terminaison. Et dans l'équation de la cinétique, quand votre réaction de terminaison est limitée, le résultat, c'est que vous augmentez à nouveau la vitesse de polymérisation. Donc, on ne va pas voir les détails des équations cinétiques. Ça, c'est seulement l'effet. Et donc, normalement, la polymérisation radicalaire, elle est plus lente à la fin qu'au départ, sauf quand vous avez cet effet gel ou effet d'auto-accélération. Donc, pour les polymérisations en masse et pour les polymérisations en émulsion ou en suspension. Donc, votre monomère, il est dans un solvant dans lequel il est insoluble. Et donc, on verra plus tard la polymérisation en émulsion. Il y a des composés qui peuvent réagir avec les radicaux que vous formez dans votre milieu réactionnel et ils vont empêcher la polymérisation ou ils vont avoir un effet de retard. Ces composés, on peut les appeler inhibiteurs ou retardateurs. On va voir les premiers effets, les inhibiteurs. C'est des petites molécules qui vont réagir avec tous les radicaux de votre milieu. Donc, quand ces inhibiteurs ils sont présents, ils vont réagir et quand ils ont réagi complètement, alors votre polymérisation peut vraiment démarrer. Et la polymérisation démarre avec une vitesse qui est la même qu'on aurait eu sans inhibiteur. Donc, si on a un graphique avec la conversion, les pourcentages en fonction du temps de polymérisation, la réaction normale donc, commence à temps zéro. On a une vitesse qui est très élevée au départ. Donc, la conversion augmente rapidement. Et après, la vitesse diminue vers la fin et on arrive à 100% de conversion. Ça, c'est le cas idéal. Si vous avez une espèce qui a un effet inhibiteur, eh bien, entre 0 et le temps de début de la polymérisation, votre inhibiteur il va réagir avec tous les radicaux qui sont formés de l'amorceur.
Et quand vous avez consommé complètement votre inhibiteur, alors les radicaux de l'amorceur ils vont réagir avec les monomères et vous avez la même vitesse de polymérisation. Donc, très, très vite au départ. Après, quand la concentration de monomères diminue, vous arrivez à la fin, mais vous avez une conversion qui est un peu plus basse parce que vous avez perdu des molécules d'amorceur. Donc ça, c'est l'effet des inhibiteurs de polymérisation. Et vous avez un autre effet qui est de certaines molécules qui sont moins efficaces que les inhibiteurs parce qu'ils vont réagir qu'avec certains des radicaux. Donc, vous avez la réaction normale qui aurait commencé à 0, la vitesse élevée et après 100% de conversion. Avec les retardateurs, la polymérisation commence tout de suite parce qu'il y a quand même un peu de radicaux qui vont réagir avec les monomères. Vous commencez à former les polymères, mais beaucoup plus lentement parce que vous perdez en partie des radicaux qui viennent de l'amorceur. Et donc, la vitesse de polymérisation, elle est inférieure à la vitesse sans les retardateurs. Donc, on peut parler d'un effet négatif des molécules inhibiteurs ou des retardateurs parce que c'est des molécules qui peuvent être des impuretés dans votre monomère. Le monomère, il est vieux, il est sale. Des impuretés dans les solvants. Pareil, les solvants, il est sale. Donc, c'est des monomères ou des solvants qui n'ont pas été purifiés avant de la réaction de polymérisation. Donc, vous avez soit la polymérisation, elle ne démarre pas. Vous chauffez, et il n'y a rien. Soit votre réaction est très, très, très lente. Et le problème, c'est que si votre impureté il est dans les monomères ou les solvants, vous n'avez jamais les mêmes cinétiques. Donc, vous ne pouvez pas reproduire les résultats. Donc, c'est pour ça que souvent, on demande de distiller les monomères, distiller les solvants pour pouvoir être sûr d'avoir pas des espèces inhibiteurs ou des espèces qui vont retarder la polymérisation. Par contre, on ajoute exprès des inhibiteurs aux monomères parce qu'on avoue que pour certains monomères, si on chauffe trop, il y a la réaction de auto-amorçage. Donc, nous, on ne veut pas que notre styrène, ça devienne du polystyrène dans les camions qui vont les transporter ou dans notre laboratoire, dans un placard. Donc, quand vous regardez la bouteille des monomères, regardez pour la première chose si on a ajouté un inhibiteur. Parce que s'il a été ajouté, ça a été ajouté pour pouvoir stocker et transporter les monomères, donc éviter l'auto-amorçage thermique. Mais si vous ne l'enlevez pas, quand vous voulez polymériser, vous n'allez pas y arriver. Et donc, c'est pour ça qu'on peut purifier les monomères avant polymérisation. Donc, parfois, ça suffit de passer à travers une colonne d'alumine et votre inhibiteur, il est retenu. Et donc, vous avez les monomères purs qui peuvent être utilisés. Ou vous êtes obligé, si vous n'enlevez pas l'inhibiteur ou les retardateurs, d'utiliser un excès d'amorceur pour faire démarrer la polymérisation. Et qu'est-ce qu'on connaît comme espèce qui va gêner notre polymérisation radicalaire? Donc, c'est l'oxygène de l'air. Parce que l'oxygène de l'air, il a une structure qui rassemble la structure des monomères
de la polymérisation radicalaire. C'est-à-dire, il y a une double liaison entre les deux oxygènes. Et donc, notre radical qui est formé dans les milieux réactionnels ou à partir de l'amorceur, il va réagir avec un oxygène. Cette liaison, elle va se casser de façon homolytique et vous formez ces radicales peroxydes. Or, ces radicales peroxydes, ils ne peuvent pas réagir avec les monomères. Et donc, la polymérisation, elle ne peut pas commencer. Donc, il ne participe pas à l'étape de propagation et il peut réagir avec les chaînes que vous avez déjà formées pour donner des réactions de terminaison, donc de combinaison ou dismutation. Donc, avant de commencer la polymérisation radicalaire, on doit dégazer les milieux réactionnels. Donc, on fait passer de l'azote ou de l'argon dans notre milieu réactionnel, dans notre ballon, pendant un certain temps, pour être sûr d'éliminer tout l'oxygène qui est dans les ballons et aussi dans les solvants, dans les monomères. Parfois, on fait des cycles pour lesquels on peut mettre les systèmes réactionnels sous vide de façon à faire sortir le maximum d'oxygène. Et après, on va remplir les ballons avec l'azote ou l'argon. On fait ça plusieurs fois. On peut refroidir pour être sûr et certaine d'avoir éliminé tout l'oxygène. Mais il faut aussi que notre système soit protégé de l'air pendant toute la polymérisation. Donc, il faut avoir un système étanche, donc qui soit fermé, parce que si l'air va rentrer, l'oxygène il va rentrer et il va arrêter la réaction de polymérisation ou il peut juste diminuer la vitesse. Donc, quand on fait en pratique au laboratoire la réaction de polymérisation radicalaire, c'est surtout, il faut faire attention de ne pas avoir de l'air dans les milieux réactionnels. Donc, bien dégazer, bien fermer tout avec des septums de caoutchouc. Et si on doit ajouter des réactifs pendant la polymérisation, bien faire attention que l'oxygène il ne rentre pas, parce que dès que l'oxygène il rentre, ben, vous arrêtez votre polymérisation. J'ajoute un dernier exemple de inhibition. Donc, les composés de la famille de benzoquinone, on les retrouve justement dans les monomères qui sont ajoutés exprès pour inhiber la polymérisation. Et justement, c'est ça qu'il faut éliminer avant de pouvoir polymériser. Sinon, vous n'y arrivez pas. On va juste faire 2 minutes de pause, OK? Et après, on continuera avec la dernière partie.
OK. Alors, on peut reprendre. Donc, on vient de parler du phénomène de l'inhibition. Et il y a un phénomène aussi qui est caractéristique des polymérisations. De la polymérisation radicalaire, c'est les phénomènes de transfert de chaînes. Donc, c'est des réactions qu'on ne souhaite pas et qui ils vont donner donc des réactions parasites. Donc, normalement, votre radical, il est à la fin de votre chaîne et il va réagir avec un monomère pour allonger la chaîne de polymère. Sauf que c'est possible que ces bouts de chaîne réagissent avec une autre molécule qui est dans les milieux réactionnels pour former une chaîne morte et un nouveau radical. Et donc, il y a une autre possibilité pour la polymérisation. Donc, notamment, les réactions de transfert, ils peuvent avoir lieu quand un radical arrache un atome d'hydrogène ou un halogène ou un groupement comme un groupement méthyle à une autre molécule qui est dans les milieux réactionnels. Et si on forme un radical, enfin, si on forme une espèce neutre, il n'y a pas de problème. Si on forme un autre radical qui peut continuer la polymérisation, eh bien, on a des conséquences qui dépendent avec qui on a réagi. Et donc, on va voir les exemples de transfert sous l'amorceur, les solvants, les monomères, une autre molécule. Et les conséquences, c'est que votre monomère, votre polymère va diminuer sa taille. Et si vous avez un transfert au polymère, vous avez la formation de polymères branchés. Donc, on voit chaque cas. Alors, les premiers exemples, c'est les... attention, un instant. Alors, c'est les premiers cas. Donc, c'est le transfert de la chaîne à un agent de transfert. Donc, votre chaîne en croissance, il va arracher un atome, par exemple, de halogène, chlore, brome, ou il peut arracher un hydrogène à une molécule, petite molécule, pour former une chaîne morte et un nouveau radical qui va réagir avec les monomères pour former d'autres chaînes de polymères. Pourquoi la masse molaire diminue? Parce que dans ces cas, vous avez plus de monomères, si vous voulez, plus de molécules amorceurs que la quantité d'amorceurs que vous avez mis au départ. Donc, si vous avez plus de radicaux amorceurs, vous avez moins de monomères par radical et donc des chaînes plus petites. On peut avoir un transfert au monomère. Donc, P, c'est votre polymère qui a une extrémité avec un radical. Il va arracher un hydrogène à un autre monomère. Donc, il va former une chaîne morte. Et vous avez un monomère qui a un radical, mais pas sous les bonds carbone. Donc, vous n'avez pas la même structure pour les monomères qui va être inséré. On peut avoir des cas dans lesquels les transferts, c'est à la molécule d'amorceur. Donc, votre amorceur, normalement, il va se décomposer en deux radicaux qui vont réagir avec un monomère pour former les radicales propageants. Mais parfois, c'est les polymères, la chaîne de polymères en croissance, qui va réagir avec l'amorceur et il va les faire décomposer. Donc, les polymères,
il va avoir une extrémité non réactive, va former une chaîne morte, et vous reformez un radical à partir de l'amorceur, comme les premiers qui s'étaient formés par amorçage thermique. Et vous avez l'exemple entre les styrènes et les peroxydes de benzoyle. Donc, vous avez des chaînes qui sont terminées avec les radicales qui viennent du peroxyde de benzoyle, au lieu d'être terminées par dismutation ou par combinaison des chaînes. Donc, encore une fois, on a découvert ça de l'analyse des extrémités des chaînes des polymères, soit par résonance magnétique nucléaire, soit par spectrométrie MALDI. Et votre radical qui vient de l'amorceur, eh ben, il va continuer à réagir. Ensuite, ça c'est peut-être une des conséquences plus négatives, on peut avoir un transfert en polymère. C'est-à-dire votre polymère qui est en train de croître, eh ben, les radicales à l'extrémité des chaînes, au lieu de réagir qu'avec un autre monomère, il va arracher un hydrogène et il va créer un radical dans les carbones qui n'étaient pas censés réagir. Et donc, ces carbones-là, maintenant, ils peuvent réagir avec un autre monomère et on a une chaîne latérale qui va commencer. Donc, on a des polymères qui sont ramifiés ou branchés et les polymères ramifiés ou branchés par rapport aux polymères linéaires, ils n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques. Donc, on le verra plus tard. Et donc, ça, c'est un phénomène pour lequel parfois, on ne peut pas l'éviter. Et donc, on a des polymères qui ne sont pas parfaitement linéaires. Et, oh là là, désolé. Oui. Je suis en cours, donc je ne peux pas répondre. Au revoir. Désolé, ça, on ne peut pas l'empêcher. Allez. Et donc, vous regardez les 4 types de transferts de chaînes et on termine cette partie sous les copolymères. Donc, vous avez la possibilité de former des copolymères par réaction de 2 monomères. Et la question est quelle structure il va avoir votre copolymère. Donc, on a déjà parlé des définitions de copolymères. On a vu qu'il y en a plusieurs types. Et les types de copolymères que vous avez, ça dépend des constantes de vitesse. Donc, vous avez une constante de vitesse du monomère numéro 1 qui va réagir avec lui-même. Ça, on appelle la K11. Vous avez la constante de vitesse de la réaction du monomère numéro 1, qui est au bout de la chaîne, qui va réagir avec le monomère numéro 2. Pour avoir le monomère numéro 2 radical au bout de la chaîne. Donc, K12. Mais vous pouvez avoir les radicales, justement, numéro 2 à la fin de la chaîne, qui va réagir avec les monomères numéro 1, et ça, c'est notre vitesse. Et les monomères numéro 2, qui va réagir avec les monomères numéro 2, et ça, c'est une 4e vitesse. Et donc, quel copolymère vous avez? Eh bien, ça dépend des 4 valeurs K11, K12, D1, D2. Et vous avez des cas extrêmes. Donc, les monomères numéro 1, il réagit beaucoup plus rapidement avec lui-même qu'avec le monomère numéro 2. Et les monomères numéro 2, il réagit beaucoup plus rapidement avec lui-même qu'avec le monomère numéro 1. Donc, vous avez un copolymère à bloc. Tous les monomères numéro 1 réagissent avec lui-même, les monomères numéro 2 réagissent avec lui-même, et à la fin, quand il n'y a plus de monomères numéro 1 et numéro 2, eh bien, les chaînes ils vont réagir entre eux et vous formez des copolymères à bloc.
Mais ça, c'est un cas extrême, un cas limite, plutôt rare. L'autre cas limite, c'est les contraires. Les monomères numéro 1, il réagit beaucoup plus vite qu'avec les monomères numéro 2 qu'avec lui-même. Et les monomères numéro 2, il réagit plus vite avec les monomères numéro 1 qu'avec lui-même. Donc, ça veut dire que chacun, il réagit avec l'autre et vous avez l'alternance des deux monomères. Donc, un copolymère alterné parfait. Et ça encore, c'est un cas limite. Ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que les valeurs sont similaires et donc vous avez des copolymères statistiques. Les radicales, il est là. Les premiers autres monomères qu'il voit, il va réagir. Donc, vous ne connaissez pas la structure de la chaîne parce qu'elle change. Et par contre, vous pouvez exprimer les rapports entre les constantes de vitesse du monomère avec lui-même et du monomère avec l'autre monomère comme des rapports de réactivité. Donc, vous avez un rapport de réactivité pour le monomère numéro 1 rapport de réactivité pour les monomères numéro 2. Et donc, c'est la vitesse entre la réaction avec eux-mêmes et avec l'autre monomère. Et vous pouvez mettre en relation ces constantes de vitesse avec la concentration des monomères dans votre système, dans votre milieu réactionnel au départ. Donc, vous partez avec une certaine concentration du monomère 1 et du monomère 2, et après, cette concentration elle change au cours de la polymérisation selon la vitesse avec laquelle vous les avez consommés. Et on exprime cette variation de concentration, justement, comme les DM1 et les DM1, donc comme les deux concentrations ils ont changé après la réaction. Et tous les monomères qui est plus en solution et a réagi, il est dans les chaînes de polymères. Et la conclusion, c'est que ces compositions de chaînes de copolymères, ça peut changer au cours de la réaction, à selon de la vitesse avec laquelle vous consommez les deux monomères et à selon des proportions qu'on avait au départ des deux monomères. Et donc, pour mettre en relation la composition donc, instantanée du copolymère, donc la grande F, c'est quel monomère vous avez dans la chaîne de polymères. Donc, vous avez du monomère 1, du monomère 2, du monomère 1 et 2, dans quelle proportion, dans quelle séquence. Pour mettre en relation la composition du copolymère à chaque instant de la réaction avec F petite, qui est la composition du mélange de monomères. Donc, qu'est-ce que vous avez encore en solution par rapport à qu'est-ce que vous avez dans la chaîne de polymères. Donc, il y a ce qu'on appelle l'équation de composition dans laquelle vous avez ces liens entre les monomères qui sont dans les chaînes de polymères que vous avez formées et les monomères, petite f, qui sont dans la solution encore, qui n'ont pas encore réagi à chaque instant. Et donc, on parle de dérive de composition quand on voit que vos copolymères ont une composition en deux monomères qui change avec la conversion parce que c'est les proportions des monomères dans les mélanges qui changent selon la vitesse des réactions avec l'autre monomère ou avec eux-mêmes. Et donc, on a plusieurs cas possibles. Donc, on parle des diagrammes carrés. Quand on met donc, la petite f, donc la composition instantanée du mélange de monomères dans votre ballon, dans les abscisses, donc vous avez entre 0 et 1, et vous avez la composition, la grande F, de votre copolymère, donc pareil, entre 0 et 1. Donc, vous avez ici les cas idéal de la copolymérisation idéale dans laquelle les rapports de réactivité des deux monomères ils sont identiques.
Et c'est ce qui vous amène à avoir un copolymère statistique. Donc, peu importe la composition du départ, la réactivité, ça mène à avoir un copolymère qui est avec une composition random à chaque fois. Et vous avez les deuxièmes rapports ici, enfin le deuxième cas. Donc, quand vous avez plutôt une alternance entre les monomères. Et là, c'est quand vous avez les deux rapports de réactivité qui sont inférieurs à l'unité. Donc, chaque monomère, il réagit plus vite avec l'autre. Et vous avez un cas particulier, c'est les deux rapports de réactivité égal à 0. Donc, c'est l'alternance parfaite. Sinon, vous avez des différences qui vous amènent à cette déviation donc du cas idéal. Et donc, pour certaines compositions du mélange, on aurait un polymère qui est plus riche d'un monomère que dans l'autre. On a un point dans lequel on a un azeotrope, donc même composition du mélange, même composition dans les chaînes de polymères. Et après, on continue donc avec moins d'un monomère et plus de l'autre dans les chaînes de polymères. Et la composition est différente par rapport à la composition donc, de la solution. Et donc ici, les étudiants ils vont avoir un travaux, une expérience au laboratoire dans laquelle ils vont faire des copolymères et avec deux monomères qui ont des rapports de réactivité différents. Et donc, ils doivent analyser les copolymères par résonance magnétique nucléaire du proton et ils doivent, et par spectre UV visible, et grâce à ces deux données, ils arrivent à recalculer donc, les rapports de réactivité grâce à deux méthodes. Donc, c'est quelque chose que nous, on explique en théorie et après, il y a une des expériences qu'ils font dans les laboratoires la première année de master qui est donc sous cette détermination. Et j'ai mis une dernière diapo. Donc, pour vous, on a dit on ne va pas dans les détails de toutes les équations de cinétique. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de la polymérisation radicalaire. Donc, les mécanismes en 3 étapes. On a la phase d'amossage, phase de propagation, phase de termination. On a des phénomènes de transfert et d'inhibition. Et on a parlé de la copolymérisation. Et donc, il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait dire sous les polymérisations radicalaires. Mais ici, on s'en fait à la 2e année de master. Donc, notamment, on parle des polymérisations vivantes et contrôlées. Et on a des travaux pratiques sur les polymérisations vivantes et contrôlées. Et on parle aussi des procédés de polymérisation radicalaire. Donc, la polymérisation en émulsion, la polymérisation en masse, etc. Donc, ça, c'est plus tard, donc à la 2e année ou au 2e semestre. Donc, ça nous reste encore quelques minutes. Donc, on peut commencer les deuxièmes types de mécanismes. Donc, je vais vous changer l'écran et je vous envoie tout de suite, enfin, à votre professeur, ces présentations. Ça, c'est ce que je dois partager. Voilà. OK. Et donc, on a quelques minutes pour commencer les polymérisations anioniques. Donc, nous, on a vu la polymérisation radicalaire,
on verra les anioniques et la polymérisation par coordination. Et après, on passera aux propriétés des polymères. Donc, les polymérisations ioniques sont de deux types, anioniques et cationiques. Et les centres actifs donc, sont des carbocations ou des carbanions. Et pour chaque polymérisation ionique, on verra rapidement les principes, les espèces qu'on utilise comme amorceurs, quel type de monomère et un peu le mécanisme. Ça, c'est pour les contenus du cours à cette époque-là. Donc, on commence par la polymérisation anionique, qui est une polymérisation en chaîne, comme la polymérisation radicalaire. Et comme la polymérisation radicalaire, vous avez une étape d'amorçage, une étape de propagation, une étape de terminaison. Sauf que cette fois, au lieu d'avoir un centre actif radical, vous avez un carbocation. Donc, il faut revoir la chimie des carbocations, la stabilité des carbocations, primaire, secondaire, tertiaire, benzylique, la structure spatiale pour cette partie. J'ai ajouté que c'est difficile de faire des études du mécanisme. OK. Les polymérisations ioniques, par rapport à la polymérisation radicalaire, sont beaucoup plus rapides en général. Donc, la vitesse de polymérisation est plus rapide et on peut les faire à basse température, justement pour éviter de réactions de terminaison et de transfert. Donc, souvent, on travaille vraiment à basse température. Alors, donc on va voir comment on forme les carbocations. Et donc, les principes, c'est que, comme pour la polymérisation radicalaire, vous avez l'étape d'amorçage. Donc, vous avez votre monomère. On verra souvent, c'est des monomères qui ont une double liaison carbone-carbone. Et c'est les électrons de une des liaisons carbone-carbone qui peuvent être utilisés pour lier un cation. Donc, vous avez l'addition d'un atome d'hydrogène sous un des carbones de la double liaison et la formation d'un carbocation donc sous l'autre carbone qui était à dans la double liaison carbone-carbone. Une fois que vous avez formé ces premiers carbocations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir avec un monomère pour l'additionner et former une deuxième carbocation. Donc, les carbocations, c'est votre centre réactif qui va continuer la réaction de propagation. Et il additionne une autre. Et petit à petit, vous formez votre chaîne de polymères. Donc, quand on regarde la chaîne de polymères comme ça, on ne sait pas si ça peut venir d'une polymérisation radicalaire ou cationique. Parfois, les monomères sont les mêmes, mais donc, ce qu'on a dit, c'est la vitesse de polymérisation qui change et les mécanismes. Et qu'est-ce que vous mettez pour commencer cette polymérisation. Et donc, dans ces cas, vous avez un amorceur qui, c'est une espèce qui est capable, si vous avez une double liaison carbone-carbone, de s'additionner. C'est-à-dire, vous avez tous les acides de Bronsted, donc des espèces qui, quand ils sont dans l'eau, ils peuvent donner un proton. Bon, là, les protons qui est donné par votre acide de Bronsted, il est donné à la double liaison carbone-carbone. Et donc, un des carbones, il va se lier au proton et l'autre, il va former les carbocations. Alors, votre acide, ça doit être un acide fort, possiblement, totalement dissocié, théoriquement dans l'eau. Et l'anion, il ne doit pas être nucléophile.
Si l'anion est nucléophile, vous avez cette réaction. Ben, vous allez lier votre base conjuguée au carbocation. Et donc, vous avez une molécule qui est le produit de l'addition de l'acide de Bronsted à la double liaison carbone-carbone. Donc là, il n'y a pas de polymérisation possible. Donc, votre base conjuguée ne doit pas pouvoir former une liaison covalente avec les carbocations que vous avez formés. Et sinon, on peut utiliser plusieurs acides de Lewis en présence de traces d'acide de Bronsted ou de traces d'eau. Donc ici, vous avez les acides les plus souvent utilisés. Si vous avez les trifluorures de bore et des traces d'eau, vous avez la formation de cette espèce. Donc c'est un azote. Cette espèce, il va réagir avec la double liaison carbone-carbone. Et donc, il y en a un hydrogène qui va partir, un proton qui va s'additionner en carbone, et vous formez les carbocations tertiaires et un anion qui n'est pas nucléophile. Et donc, vous êtes tranquille. Et alors, on a déjà compris que les monomères qu'on peut utiliser, c'est tous les monomères qui ont double liaison carbone-carbone, comme en polymérisation radicalaire. Mais ça marche bien si vous avez des groupes R qui sont électrons donneurs, c'est-à-dire des groupes qui sont capables de stabiliser les carbocations que vous allez former. Donc ça, il faut regarder les notions encore de stabilité des carbocations. Et donc, des groupes alkoxy ou des groupes phényl. Et vous avez, à chaque fois que vous avez la double liaison et vous additionnez un hydrogène, vous pouvez former deux carbocations. Donc, sous ces carbones-là, ou sous ces carbones-là, alors, bien sûr, vous formez les carbocations les plus stables. Donc, si vous avez les choix, c'est les carbocations tertiaires et pas trop les carbocations primaires, parce que c'est moins stable. Donc, dans les doutes, c'est les carbocations les plus stables que vous arrivez à former. Il y a ensuite une deuxième famille de monomères qui donne la polymérisation cationique et sont les monomères hétérocycliques, donc les lactones, ou ici vous avez l'époxy, ou les éthers. Et cette polymérisation donc, a lieu par ouverture de cycle. C'est ce qu'en anglais on appelle la ring opening polymerization, la ROP. Et l'exemple, je n'ai pas mis la réaction, plus utilisée, c'est la polymérisation de l'oxyde d'éthylène, donc par polymérisation cationique. Donc, un dernier mot sous les solvants qu'on peut utiliser. Alors, dans la polymérisation radicalaire, on n'a pas trop de problèmes pour les solvants. L'important, c'est d'éliminer l'oxygène de votre milieu réactionnel. Par contre, en polymérisation cationique, il y a des solvants que vous ne pouvez pas utiliser, donc l'eau, les alcools, parce que ils vont réagir avec votre amorceur et donc ils vont bloquer tout de suite les cations que vous avez formés, vont former des espèces neutres et donc il n'y a plus étapes d'amorçage ni de propagation. Si vous avez de l'eau ou des alcools, ils vont réagir aussi avec les carbocations qui est à la fin de la chaîne. Et là, vous avez la réaction de terminaison. Donc, vous avez la formation d'une chaîne morte et on arrête la propagation. Donc, il faut faire attention de ne pas faire la polymérisation cationique dans des solvants aqueux ou dans des alcools. Par contre, si vous décidez d'arrêter votre polymérisation, un des moyens, c'est d'ajouter de l'eau ou de l'alcool. Comme ça, vous allez former des chaînes mortes et vous arrêtez votre polymérisation. Après, il y a des solvants comme l'acétone qui forment des complexes avec les amorceurs et donc ils vont inhiber la polymérisation. Et donc, malgré
que ce serait idéal d'avoir un solvant polaire pour solvater bien les espèces anioniques que vous avez en solution et cationiques. On fait ces polymérisations cationiques dans les hydrocarbures aliphatiques, donc hexane, pentane, etc., dans les nitroalcanes, dans les dichlorométhanes, donc dans les espèces qui ne contiennent pas de l'eau des alcools et des solvants que vous avez bien séchés, bien sûr, au départ, comme toute votre verrerie. Donc, à niveau pratique, il faut se souvenir de bien sécher la verrerie et bien sécher les solvants et les monomères aussi. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Je vais envoyer à votre enseignante toute cette présentation. Et donc, la prochaine fois, on terminera polymérisation cationique, anionique, qui sont très similaires, et on commencera la polymérisation par coordination. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant ou par mail. Et sinon, à la prochaine fois. Donc, ce n'est pas la semaine prochaine, ni la semaine d'après, parce que j'ai beaucoup de travaux pratiques. Okay. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne nuit. Au revoir, madame. Madame, bonsoir. Madame, pourriez-vous nous envoyer les fichiers Excel? Oui, tout de suite. Enfin, tout de suite à votre professeur. Après, il va vous les envoyer. Merci, madame. Merci à vous.